Je m'appelle Élodie, et je n'oublierai jamais ce jour où tout a basculé. J'étais assise sur mon canapé dans notre petit appartement à Montauban, regardant fixement devant moi, sans vraiment voir. Je venais tout juste de revenir des funérailles de ma grand-mère, une femme rugueuse mais pleine d'amour, qui avait élevé mon frère et moi seuls après que nos parents soient partis trop tôt. André, mon mari, m'avait accompagné à contre-cœur, comme un chevalier fatigué qui sait que son règne touche à sa fin. Dans 2 jours, notre divorce serait officiel, mais il tenait à faire bonne figure devant les autres. Pourtant, entre nous, il n'y avait plus aucune illusion, juste un froid glacial que je sentais s'installer dans mes veines. André avait toujours voulu paraître l'homme fort, le mari exemplaire. Mais avec moi, il avait perdu ses masques. Il n'avait plus aucune retenue, aucune douceur, et je regrettais amèrement qu'il ait voulu m'accompagner ce jour-là. Ma grand-mère, Héloïse, ne le supportait pas. Elle le disait souvent, sans détour, avec la franchise rude des anciens du Sud-Ouest. André faisait tout pour l'éviter, jusqu'à interdire que je lui rende visite. Combien de disputes avons-nous eu à cause d'elle? Je m'efforçais de la voir quand il n'était pas là, mais il finissait toujours par apprendre mes escapades, et la guerre reprenait de plus belle. Il me lançait des paroles si dures que beaucoup auraient fui depuis longtemps. Mais je tenais bon, espérant encore qu'un jour, tout irait mieux. Ce jour-là, le téléphone avait sonné. Ma grand-mère était morte. Je n'avais plus que ce seul lien familial, ce havre de tendresse que j'avais presque sacrifié pour un mariage qui s'effritait. Et André, avec son cynisme habituel, m'avait lancé « Élodie, tu es maintenant une femme riche, tu as hérité, tu vas devenir une épouse enviable. » Je l'avais regardé, les yeux brûlants de colère. « Tais-toi. » Il avait ri, un rire amer, moqueur. Ce vieux frigo, il date d'avant la guerre, il ne marche plus depuis 100 ans. C'est un vrai trésor, ça. Ce jour-là, j'ai réalisé que je le détestais. Pas seulement pour lui, mais parce que j'avais changé, parce qu'enfin, je voyais clair. Je me suis levée, mes espoirs s'effondrant comme un château de cartes. Ce n'était pas lui qui avait brisé notre couple, c'était moi qui avais cessé de l'aimer. J'ai commencé à faire mes valises, et lui, comme un chien fidèle mais rancunier, traînait derrière moi, me proposant de payer le transport de cette merveille qu'était le frigo. Mets-le dans la chambre, que tu aies toujours ta richesse à portée de main. J'ai haussé un sourcil, le défiant, tu m'as jamais aimé, hein? Il a répondu d'un ton méprisant, parlant d'amour comme on parle d'une histoire pour enfants naïfs, avant de m'insulter, me promettant que bientôt, je finirais à fouiller dans les poubelles. J'ai pris mes affaires et suis parti, le laissant rire dans un coin, tandis que je sentais un poids se lever de mes épaules. Devant la porte de l'appartement familial, là où j'avais grandi, tout m'est revenu en mémoire. Mes parents avaient disparu dans un accident de voiture quand j'avais 6 ans, me laissant à la charge de ma grand-mère. Elle était une femme dure, certains disaient même méchante et avare, mais jamais envers moi. Elle avait cette façon unique de me prendre au sérieux, de m'écouter sans jamais me juger, même quand mon cœur d'enfant se brisait pour la première fois. Chaque instant passé avec elle était un trésor, et je me reprochais de ne pas lui avoir rendu visite plus souvent, de m'être laissé enfermer dans mes peurs et mes disputes. Alors que je prenais une profonde inspiration, une voix m'attirait de ma torpeur. Un garçon d'environ 10 ans, aux vêtements sales et aux yeux vifs, se tenait là, me proposant son aide. Je ne l'avais même pas entendu arriver. Il avait ce regard d'enfant des rues, mais aussi une audace charmante. « Je ne vole pas, surtout pas aux malheureux », avait-il dit en souriant. Je sentais mes larmes me monter aux yeux, et sans vraiment réfléchir, je lui ai confié mes sacs. Et elle s'appelait Serge, et il était un peu mon miracle dans ce chaos. Il avait vécu dans la rue, mais rêvait d'un avenir meilleur. Son histoire était celle d'un enfant abandonné, dont les parents avaient sombré dans l'alcool et la misère. Il voulait devenir conducteur de train et quitter cette vie de galère. Je l'écoutais, touché par sa force et son innocence, et je lui ai promis de l'aider. Nous avons passé la journée à nettoyer l'appartement, lui avec cette énergie incroyable, moi avec une tendresse nouvelle pour ce garçon qui, malgré tout, gardait l'espoir. Il avait trouvé refuge sur un vieux canapé, fatigué mais rassuré. Le soir venu, alors que nous partagions un repas frugal, il m'a parlé du vieux frigo, ce fameux héritage que je n'avais jamais voulu accepter. Il y avait quelque chose d'étrange, une épaisseur différente sur un côté, une sorte de cachette. Ensemble, nous avons découvert que derrière une paroi se cachaient des liasses de billets, des coffrets remplis d'argent, loin de tout ce que j'avais pu imaginer. Cette découverte a changé ma vie. Avec cet argent, je pourrais offrir à Serge un avenir digne, lui permettre d'aller à l'école, de réaliser ses rêves. Peut-être même envisager une famille à nouveau, un foyer où l'amour et la sécurité seraient plus forts que les rancunes passées. Ce frigo, que j'avais d'abord pris pour un fardeau, était en réalité un trésor bien plus grand que je n'aurais pu le croire. Alors que je le serrais contre moi, j'ai senti une force nouvelle grandir en moi. Le passé, avec ses déceptions et ses douleurs, ne me définirait plus. Il était temps de tourner la page, de reconstruire.
Serge, ce gamin des rues, était devenu mon espoir, mon futur. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie prête à affronter ce que la vie me réservait point mais dans l'ombre, une question restée suspendue, comme un secret que l'on n'ose pas encore révéler. Qui avait caché tout cet argent derrière ce vieux frigo? Et pourquoi? Je sentais que cette énigme serait la clé d'un avenir encore plus bouleversant. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions, un mélange de soulagement et d'appréhension qui m'emplissait jusqu'au bout des doigts. J'avais quitté André, ce fantôme qui hantait mes nuits et dilapidait mes jours, et je me retrouvais seule avec Serge, ce garçon aux yeux pleins d'espoir et aux mains pleines de cette poussière de vie que seuls les enfants des rues connaissent. Montauban, avec ses ruelles pavées et ses marchés colorés, était devenu notre refuge fragile, un écrin où j'allais tenter, tant bien que mal, de reconstruire ce qui avait été brisé. Serge avait pris ses habitudes dans l'appartement, malgré l'odeur persistante de renfermé et les traces du passé qui semblaient s'accrocher au mur comme des fantômes. Il dormait sur le vieux canapé, un peu trop petit pour lui, mais il y trouvait un coin de paix. Chaque matin, je le réveillais doucement, consciente que je devais bientôt partir à la recherche d'un emploi pour nous sortir de cette précarité qui menaçait de nous engloutir. Le poids de la responsabilité était lourd, bien plus que je ne l'avais imaginé. Mon look ce jour-là reflétait à la fois ma détermination et ma fatigue. Une robe en lin beige, fluide mais suffisamment élégante pour ne pas passer inaperçue, tombait juste au-dessus de mes genoux, révélant des jambes encore fermes malgré les années. Mes escarpins noirs, un peu usés, claquaient contre le pavé du centre-ville, attirant parfois des regards croisés entre curiosité et admiration. Un collier fin en argent, cadeau de ma grand-mère, pendait à mon cou, oscillant doucement à chaque pas, comme pour me rappeler que je portais en moi une force insoupçonnée. J'avais choisi un sac à main en cuir souple, assez grand pour contenir mes papiers, mon téléphone, et, bien sûr, quelques biscuits pour Serge. Je n'étais pas naïve. Trouver un travail à mon âge, en pleine séparation, sans diplôme récent, dans une ville qui n'était pas Paris, ni même Toulouse, relevait presque de l'exploit. Mais je me refusais à baisser les bras. Je me suis donc rendue au marché local, là où les petits commerçants se battaient pour faire vivre leurs étals colorés sous le soleil de Midi-Pyrénées. Je sais, ce n'est pas la ruée vers l'or, mais chaque petit job est une victoire. Tandis que je déambulais entre les stands, un homme d'affaires à l'allure soignée me croisa. Il s'appelait Lucien, un nom aussi classique que son costume en tweed, un peu démodé, mais qui lui donnait cet air de professeur un peu rêveur. Il avait cette façon d'observer les gens avec un mélange de curiosité et d'amusement, comme s'il cherchait à déchiffrer un mystère. Je sentais ses yeux détailler ma silhouette, mes mains légèrement tremblantes alors que je serrais mon sac contre moi. Il me lança un sourire en coin, presque moqueur, et je me surpris à rougir. « Eh bien, Élodie, tu n'as pas perdu ton charme malgré tout », me semblait-il dire sans prononcer un mot. Ce fut un moment étrange, où le temps sembla suspendu, où j'éprouvais ce mélange délicat d'embarras et de plaisir. Cette douce chaleur qui monte quand quelqu'un vous regarde vraiment, pas comme un simple visage dans la foule. Mais je n'avais pas le temps pour les rêveries. Mes pensées revenaient toujours à Serge, à son avenir incertain, à ce frigo qui renfermait bien plus que de la nourriture. J'avais commencé à envisager de contacter des associations, de chercher des aides, peut-être même de retourner à l'école, qui sait. Tout était possible, tant que je ne perdais pas espoir. D'ailleurs, en parlant d'espoir, il fallait que je vous parle de ce frigo. Ce vieux coffre-fort déguisé en appareil électroménager, qui trônait dans notre salon comme un gardien silencieux. Un soir, alors que la pluie battait les fenêtres et que le vent faisait danser les rideaux, Serge et moi étions assis par terre, entourés de chiffons et de produits ménagers, en train de nettoyer ce vestige du passé. Je le regardais, ce garçon aux cheveux emmêlés et aux yeux brillants de fatigue, portant un t-shirt trop grand pour lui, un jean élimé, et des baskets usées, mais qui dégageait cette énergie vitale incroyable. Il avait ce sourire naïf, presque enfantin, qui me donnait envie de tout faire pour lui. Soudain, il s'est tourné vers moi, l'air sérieux, et m'a demandé ce que j'allais faire de tout cet argent. Je lui ai répondu avec un sourire un peu triste que je ne savais pas encore, que je devais d'abord comprendre. Peut-être qu'on pourrait acheter une maison, a-t-il murmuré, comme s'il prononçait un secret précieux. J'ai senti mon cœur se serrer. Oui, une maison, un foyer, un lieu où l'on pourrait rire sans peur, où les souvenirs douloureux ne viendraient pas frapper à la porte. Mais alors que je laissais ces pensées s'installer, un bruit sourd attira notre attention. Le vieux frigo trembla légèrement. Intrigués, nous avons examiné de plus près cette forteresse de métal rouillé. Serge, toujours curieux, a découvert un petit levier caché derrière une grille. En le tirant doucement, une trappe secrète s'est ouverte, dévoilant une pièce cachée derrière le revêtement. À l'intérieur, une vieille boîte en bois, couverte de poussière, reposait là, comme un trésor oublié. Le cœur battant, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, non seulement de l'argent, mais aussi des lettres jaunies par le temps. Des mots d'amour, des secrets de famille, des révélations qui allaient bientôt bouleverser notre quotidien.
Je sentais que ce frigo, ce symbole de mon passé, était en réalité la porte d'entrée vers un avenir que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors que la nuit s'épaississait autour de nous, je compris que notre histoire venait tout juste de commencer. Et que derrière chaque secret, chaque cicatrice, se cachait la promesse d'une renaissance. Mais à quel prix? Cette question, lourde comme un orage d'été, planait dans l'air, prête à éclater au moment le moins attendu. Les jours suivants, la découverte du coffre secret dans ce frigo usé s'était transformée en une obsession douce amère. Chaque matin, je me réveillais avec cette boîte en bois dans un coin de la tête, ces lettres jaunies qui semblaient murmurer des secrets anciens, des histoires de famille enfouies sous des décennies de silence. Montauban, avec son atmosphère paisible et ses cafés ombragés, devenait le théâtre de ce nouveau chapitre de ma vie, un mélange étrange d'espoir et d'appréhension. Le matin, je me levais tôt, revêtant une robe légère au ton pastel, soulignée par une ceinture fine qui dessinait mes hanches avec délicatesse. Mes cheveux, légèrement ondulés, tombaient librement sur mes épaules, encadrant un visage où se mêlaient fatigue et détermination. Aux pieds, des ballerines en cuir souple, parfaites pour arpenter les rues pavées sans perdre une once de féminité. Un petit foulard à pois noué autour du cou apportait une touche de charme désinvolte, presque espiègle, à mon allure. Cette tenue me donnait l'impression d'être prête à affronter le monde, même si au fond, chaque pas était un combat contre mes doutes. Serge, lui, avait pris l'habitude de s'installer près de la fenêtre, là où la lumière du matin inondait la pièce. Sa silhouette frêle contrastait avec la force tranquille qu'il dégageait lorsqu'il s'attaquait aux tâches ménagères ou lorsqu'il parlait de ses rêves de conducteur de train. Il portait souvent un vieux pull en laine, un peu trop grand, que je lui avais trouvé dans une friperie du coin. Ce pull sentait la poussière et la vie, comme lui. Son regard, vif et curieux, s'attardait parfois sur la boîte en bois, comme s'il devinait que derrière ce mystère se cachait une promesse. J'y passais mes journées à chercher un emploi, à envoyer des CV, à passer des entretiens dans des boutiques de prêt-à-porter, des cafés, même dans une librairie où j'aurais volontiers passé des heures à rêvasser entre les rayonnages. Mais rien ne semblait correspondre. Pourtant, c'était là, dans ces instants de doute, que je me surprenais à sourire en pensant à ce frigo maudit devenu coffre-fort, à cette boîte pleine de secrets, à Serge qui me regardait avec cette confiance fragile. Je savais que je ne pouvais pas abandonner. Un après-midi, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, j'ai décidé de rouvrir la boîte et de relire les lettres. Elles étaient écrites à la plume, la calligraphie élégante et soignée, empreinte d'une époque révolue. Elles racontaient une histoire d'amour interdite, de trahison, et surtout, d'un pacte passé entre ma grand-mère et un homme mystérieux nommé Louis, un nom qui résonnait comme un écho lointain dans ma mémoire. Cette correspondance dévoilait que l'argent caché n'était pas un simple héritage, mais le fruit d'un arrangement secret, d'une promesse faite dans l'ombre. Je sentais le poids de ces révélations m'envahir, mêlant fascination et crainte. Pourquoi ma grand-mère avait-elle gardé tout cela secret? Et surtout, que signifiait ce pacte pour moi, aujourd'hui? Mes pensées tourbillonnaient, et je me surpris à rire doucement, un rire nerveux qui brisait le silence de l'appartement. On dirait le scénario d'un film, me disais-je, en imaginant la tête que ferait André s'il apprenait tout ça. Peut-être qu'il regretterait de m'avoir laissé partir. Ou pas. Serge, qui avait écouté mes monologues muets, s'approcha doucement, posant ses mains petites mais solides sur mes épaules. Son regard était sérieux, presque grave. Je sentais qu'il comprenait plus que ce qu'il ne disait. Il avait cette sagesse d'enfant des rues, cette maturité née de la survie, qui me touchait profondément. Tu sais, Élodie, murmura-t-il, on va s'en sortir. Pas à pas. Même si la vie, parfois, c'est un peu comme ce frigo, rouillé, pleine de surprises, mais avec un trésor caché à l'intérieur. Cette phrase résonnait en moi comme un mantra. Oui, la vie était pleine de mystères, et chaque jour apportait son lot de défis. Mais avec Serge à mes côtés, avec cette force nouvelle qui grandissait en moi, je sentais que j'étais prête à affronter l'inconnu, à me battre pour un avenir meilleur. Le soir venu, alors que je posais ma main sur la boîte en bois, une idée folle germa dans mon esprit. Peut-être que ce Louis, cet homme dont parlait la correspondance, n'était pas seulement un fantôme du passé. Peut-être qu'il était encore là, quelque part dans cette ville, prêt à révéler la vérité, ou à compliquer encore davantage mon existence. Je me suis prise à rêver d'une rencontre, d'un face-à-face chargé de tension et de révélation, où chaque mot serait une flèche lancée vers le futur. Mais au fond de moi, une ombre persistait, et si ce secret était trop lourd à porter? Et si, en cherchant la vérité, je risquais de perdre ce fragile équilibre que j'avais enfin commencé à construire? Alors que la nuit tombait sur Montauban, je me suis couchée avec cette pensée obsédante, le cœur battant d'une inquiétude douce amère. Le mystère de cette boîte, de cet argent, de cet homme nommé Louis, n'était que le début d'une aventure qui allait bouleverser ma vie bien plus que je ne l'aurais cru. Déjà, dans le silence de la nuit, j'entendais le murmure du destin, prêt à m'entraîner dans un tourbillon dont je ne sortirais pas indemne. Les semaines qui suivirent furent marquées par une étrange dualité entre la routine quotidienne et l'irrésistible appel du mystère enfoui dans cette boîte en bois. Chaque matin,
Je revêtais mes tenues avec un soin presque rituel, comme si ce simple geste pouvait me préparer à affronter non seulement la journée, mais aussi les secrets du passé. Ce jour-là, j'avais choisi une robe en mousseline bleu pâle, légère et fluide, qui dansait au moindre souffle de vent. Mes escarpins vernis, d'un rouge profond, claquaient avec assurance sur les pavés de Montauban. Un bracelet en argent, orné d'un petit camée, héritage de ma grand-mère, scintillait à mon poignet, ajoutant une touche de délicatesse à ma silhouette élancée. Je me sentais à la fois fragile et invincible, comme une héroïne d'un roman que l'on n'oserait pas lâcher. Serge continuait à grandir à mes côtés, son regard toujours empreint d'une sagesse qui me fascinait. Sa présence était devenue mon ancre, ce fil invisible qui me reliait à une réalité parfois trop dure pour être affrontée seule. Il portait souvent cette vieille veste en jean délavé, qui lui donnait un air de rébellion douce, presque touchante. Ses baskets, bien que usées, semblaient prêtes à le porter vers un avenir qu'il s'efforçait d'imaginer. Un soir, alors que le ciel se teintait des couleurs chaudes d'un crépuscule d'été, j'ouvris à nouveau la boîte. Cette fois, mes doigts tremblaient légèrement en dépliant une lettre particulièrement ancienne, dont l'encre avait jauni au fil du temps. Les mots, écrits dans une calligraphie élégante, racontaient une liaison secrète entre ma grand-mère Héloïse et un certain Louis, homme au charme mystérieux et à l'allure de poète maudit. Leur amour, interdit par les conventions sociales de l'époque, avait donné naissance à ce pacte d'argent caché, un pacte destiné à protéger une promesse, une vérité que je n'avais pas encore percée. J'y ai laissé échapper un petit rire, mêlé d'émerveillement et d'ironie. On dirait une de ces histoires à l'eau de rose, me disais-je, sauf que la réalité a toujours un goût plus amer. Et pourtant, malgré la gravité des révélations, une part de moi ne pouvait s'empêcher d'être fascinée par cette romance clandestine, par cette passion qui avait défié le temps et les obstacles. Serge, qui était installé près de la fenêtre, observait le ciel étoilé avec une attention presque méditative. Il avait ôté sa veste en jean et roulait distraitement la manche d'un de ses pulls, révélant un poignet fin marqué par des cicatrices légères. Je sentais que ce garçon, malgré son passé tumultueux, portait en lui une force tranquille, une résilience qui me donnait envie de croire à un avenir lumineux. Alors que je refermais doucement la lettre, une idée folle germa dans mon esprit. Et si Louis était encore vivant? Et si, quelque part dans cette ville aux ruelles anciennes et aux secrets bien gardés, il attendait que je découvre la vérité? L'idée d'une rencontre, chargée de tension et de révélation, me fit frissonner. Je me surpris à imaginer ce visage inconnu, ces yeux qui auraient peut-être le même éclat que ceux de Serge, cette voix qui pourrait enfin briser le silence. Mais au fond de moi, une peur sourde persistait. Chercher la vérité signifiait aussi ouvrir des portes que je n'étais pas sûre de pouvoir refermer. Je me demandais si j'étais prête à affronter les conséquences, à dévoiler ce passé enfoui qui pourrait bouleverser tout ce que j'avais commencé à reconstruire. Les nuits suivantes, mes rêves furent peuplés d'ombre et de lumière, de murmures à peine audibles et de silhouettes fugaces. Montauban, avec ses places animées et ses cafés chaleureux, devenait le décor d'un thriller intime où chaque détail semblait porteur d'un indice, d'un secret à déchiffrer. Un matin, alors que je me rendais à la mairie pour entamer les démarches administratives liées à mon divorce, une silhouette familière attira mon regard. C'était Lucien, cet homme au costume de tweed que j'avais croisé au marché. Son regard, toujours aussi perçant, semblait vouloir sonder mon âme. Il me salua d'un sourire énigmatique, et je sentis un frisson parcourir mon échine. Était-ce un hasard, ou le destin qui commençait à tisser sa toile? Je continuai mon chemin, le cœur battant, consciente que chaque rencontre, chaque choix, chaque pas me rapprochait d'une vérité qui pourrait bien tout changer. Et tandis que je marchais sous le ciel gris de Montauban, une question brûlait dans mon esprit. Étais-je prête à affronter ce que le passé avait à me révéler, même si cela signifiait tout perdre? Les semaines qui suivaient semblaient s'écouler au rythme d'une mélodie dissonante, où chaque note évoquait à la fois l'espoir et la peur. Je me surprenais à arpenter les rues de Montauban avec une énergie nouvelle, malgré la fatigue qui pesait sur mes épaules. Ma silhouette élégante, drapée dans une robe de soie vert émeraude, épousait mes formes avec une douceur presque sensuelle. Mes escarpins noirs, à talons fins, claquaient sur les pavés, attirant parfois des regards furtifs et complices. Un collier en or fin, orné d'une petite émeraude assortie à ma tenue, scintillait délicatement à mon cou. Je me sentais à la fois vulnérable et puissante, comme une héroïne moderne prête à défier son destin. Serge, quant à lui, continuait de grandir à vue d'œil. Son visage s'était affiné, ses yeux toujours aussi perçants, mais avec une lueur nouvelle, celle de la confiance retrouvée. Il portait souvent une chemise à carreaux retroussée aux manches, associée à un jean légèrement délavé, et ses baskets, bien que marquées par le temps, semblaient prêtes à l'emmener loin de notre passé commun. Son sourire, parfois malicieux, illuminait notre modeste appartement, apportant une chaleur que je n'avais plus connue depuis longtemps. Ce soir-là, alors que les premiers feux de la ville s'allumaient, j'étais plongée dans un flot de pensées tourbillonnantes. La boîte en bois reposait sur la table basse, ses secrets toujours intacts, prêts à être dévoilés.
Les lettres que j'avais lues racontaient une histoire d'amour et de trahison, mêlée à un pacte mystérieux entre ma grand-mère Héloïse et cet homme énigmatique, Louis. Je sentais que chaque mot, chaque phrase, me rapprochait d'une vérité que je redoutais autant que je désirais point soudain, un bruit à la porte me fit sursauter. Serge, qui était assis près de la fenêtre, se leva d'un bond, ses yeux brillant d'une curiosité mêlée de méfiance. J'ouvris lentement, découvrant une silhouette familière, Lucien, l'homme au costume de tweed, ce personnage énigmatique qui semblait surgir de nulle part. Il me tendit une enveloppe jaunie, scellée d'un cachet de cire rouge point sans un mot, il s'éloigna, me laissant là, le cœur battant la chamade. J'ouvris l'enveloppe avec précaution, dépliant un document ancien, presque fragile. C'était un testament, daté de plusieurs décennies, dont les clauses révélaient un secret de famille que je n'avais jamais soupçonné. Louis, cet homme mystérieux, était en réalité mon grand-père, un homme que ma grand-mère avait caché au monde pour protéger notre famille. J'y sentis un frisson parcourir mon échine, mêlé à une étrange excitation. Ce secret, enfoui si longtemps, venait de refaire surface, bouleversant tout ce que je croyais savoir. Et si mon histoire familiale était bien plus complexe, plus passionnée, que je ne l'avais jamais imaginé? Serge s'approcha, intrigué par mon silence. Je lui montrai le document, et ses yeux s'illuminèrent d'une lueur nouvelle. Alors, on a une vraie histoire de roman, hein? Dit-il avec un sourire malicieux. Je ris doucement, sentant la légèreté revenir dans la pièce point, mais cette joie fut de courte durée. Quelques jours plus tard, alors que je rentrais chez moi tard le soir, une ombre se dessina soudain dans la ruelle près de notre appartement. Un frisson glacé me parcourut. J'accélérai le pas, mon sac serré contre moi, tandis qu'une voix basse, presque un murmure, résonnait dans mon dos. Tu ne devrais pas creuser dans le passé, Élodie. Je me retournai brusquement, mais la ruelle était vide, seulement éclairée par la lueur tremblante d'un lampadaire. Mon cœur battait à tout rompre, et je compris que ce secret, loin d'être un trésor, était une bombe à retardement point le lendemain. Je décidai qu'il était temps d'affronter la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Je contactai un notaire spécialisé, déterminé à comprendre les implications de cet héritage inattendu. Serge, toujours à mes côtés, me soutenait avec une force tranquille qui me donnait du courage. Mais alors que nous avancions dans cette enquête familiale, une question obsédante s'imposa, qui cherchait à m'effrayer. Et surtout, pourquoi? Cette énigme, aussi sombre que fascinante, promettait de bouleverser ma vie bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Et tandis que la nuit tombait sur Montauban, je sentais que le véritable combat ne faisait que commencer.